J'ai déjà dit sur une émission de radio que on avait discuté avec un distributeur qui s'appelle BlackRock. Oui. Et à un moment donné, en présentant les jeux à la presse, à un moment donné, il disait alors ça c'est avec co-auteur Florian Siriex. Et puis ça là-bas, c'est un truc à nous aussi, c'est avec Florian Siriex. Et ça c'est un jeu de Florian Siriex. Et chez BlackRock j'en ai beaucoup. Et du coup, Florian Siriex, comment est-ce que tu deviens auteur à temps plein de jeux de société? Parce que maintenant, non mais faut quand même, t'es l'un des seuls en France à pouvoir faire ça vraiment à temps plein en étant rémunéré, parce qu'il y en a qui dépensent énormément de temps et de ressources justement pour pouvoir sortir des jeux, etc. Mais vous êtes une petite communauté d'auteurs en fait. Si je dis pas de bêtises, on est à peu près 1000 auteurs et autrices inscrits à la SAGE, la Société des auteurs de jeux. On a eu une discussion il y a 2 ans, je crois, avec pas mal d'auteurs, et on essayait de faire la liste des auteurs qui vivaient de leurs droits d'auteur. On était une 50aine en France. Sur ces 50, il y avait 45 hommes et 5 femmes. Et sur ces 5 femmes, il y avait 4 qui étaient des femmes d'eux. C'est-à-dire c'est des couples. Un des plus mémorables, c'est Wilfried et Marie Faure, qui sont 2 excellents auteurs de jeux pour enfants, qui font leurs jeux ensemble, en fait. Et donc, du coup, Marie gagne largement sa vie avec les droits d'auteur, mais sur tous les jeux, elle est créditée avec Wilfried. Il n'y a pas de jeu que de Marie Faure, en fait. Mais parce qu'ils adorent faire les jeux ensemble, c'est pas du tout la discrimination. Mais il y a une seule autrice qui gagne suffisamment pour vivre de ses droits d'auteur et qui n'est pas femme d'eux. C'est fou. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé à faire partie de ce petit groupe des 50 ? J'ai eu de la chance. Alors il y a eu beaucoup de travail quand même au début, mais ça suffit pas. Il y a aussi j'ai eu beaucoup de chance. En gros, ce qui m'a permis d'être auteur de jeux à temps plein et ne faire que ça, c'est le succès de la planche des pirates. Et D'accord. c'est quasiment uniquement ça en fait qui le permet. Ce qui fait que je ne sais pas combien de temps je vais rester auteur pro. Il faudrait que j'arrive à faire un autre succès ou que je fasse beaucoup de jeux. En gros, on en parlait avant notre auteur là, le pourcentage réel de ce que gagne un auteur par rapport au prix du jeu, c'est 2%. 2% sur une boîte en 2% magasin. du jeu en magasin. C'est-à-dire que sur un jeu à 25 €, il y a 50 centimes à la fin pour l'auteur. Après tous les paiements, après l'URSSAF, après les impôts, etc., il reste en net 2%. Ce qui fait que pour vivre correctement du jeu de société, il faut en vendre à peu près 100 000 par an. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc soit tu as un gros succès, et du coup, tant mieux, et tu vends, tu dépasses les 100 000 boîtes, et tant mieux pour toi. Soit tu es obligé de faire plein de jeux, et si tu sors 5 ou 10 jeux dans l'année et que tu en fais 10 000 de chaque jeu, tu arrives à en vivre aussi. Mais c'est quand même très rare, les deux. D'accord. Et 100 000, on avait discuté justement avec notamment Gigamic et notamment Yellow, où donc ça c'était au Festival de Parthenay, c'était le début de l'émission à un pixel près en plus, c'est assez rigolo, où on parlait notamment d'absorption de marché. Est-ce que 100 000 c'est beaucoup en termes de boîtes ou est-ce que en fait ça représente une portion de ce qui se vend réellement ? C'est quoi 100 000 sur le jeu de société actuel ? Alors, je suis incapable de dire, je connais pas les chiffres de vente de tous les jeux. Moi, ce que je peux dire, c'est par rapport aux auteurs que je connais, par rapport à notre petit milieu d'auteurs. Donc là, je parle des jeux d'auteurs. Je parle pas du Monopoly, du Scrabble, du Uno, qui sont des jeux qui ont eu des auteurs à la base, il y a toute une histoire, mais c'est des jeux qui sont vraiment installés. Moi, je te parle des nouveaux jeux. Quand tu crées un nouveau jeu, arriver à faire 10 000 boîtes, déjà, c'est bien. Tu rentres dans tes frais à partir de 10 000 boîtes, en tout cas pour l'éditeur. En dessous de 10 000 boîtes, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas bon, quoi. Entre 5 et 10 000, c'est pas bon. À moins de 5 000, c'est un four. C'est-à-dire que tu as perdu de l'argent. Entre 5 et 10 000, c'est moyen. À partir de 10 000 boîtes, ça va. Un succès, c'est quand tu arrives à 50 000 boîtes. Un gros succès, c'est quand tu dépasses les 100 000 boîtes. Ça, c'est une vraie réussite. Et après, t'as l'énorme succès international quand tu dépasses le million.
L'exemple Skyjo, Seven Wonders, etc. Mais c'est très très rare. Il y en a un tous les 3 ans qui fait ça. Donc du coup, déjà, arriver à dépasser 100 000 boîtes sur un jeu, c'est... je sais pas, il y a peut-être 3 jeux qui font ça par an. C'est pour ça que je te dis, faire 100 000 boîtes dans l'année en tant qu'auteur, c'est pas facile. Donc soit tu as plusieurs jeux qui continuent à se vendre aussi, parce qu'il y a aussi une histoire de longévité. Il y a des jeux, ils sortent, tu as bossé 6 ans dessus, et 3 mois après, on te dit, voilà, on a vendu les dernières boîtes. Et on n'en refera plus parce que plus personne n'en achète. Voilà, les gens passent à autre chose. Tu fais, ah ouais, c'est... Dur. Et après, donc c'est pour ça que je parlais de chance tout à l'heure, c'est que la planche des pirates, la chance qu'on a eue, c'est que déjà on a dépassé les 100 000 boîtes, on a même dépassé les 200 000, là. Mais surtout le jeu s'installe un peu dans la durée. C'est-à-dire qu'il était dans le catalogue de Noël l'année dernière et il était dans le catalogue de Noël cette année. Il n'a pas été détrôné par un nouveau jeu cette année dans les catalogues. En tout cas, il a encore sa place, il s'est pas fait exclure. Et donc du coup, tant qu'il reste un peu, ça continue à s'installer, le bouche à oreille continue, etc. Et donc ça continue, c'est des ventes qui se stabilisent un petit peu. Ça baisse bien entendu, mais ça stabilise un petit peu et du coup ça fait un revenu complémentaire qui est intéressant. Et justement, par rapport à ça, toi de ton côté, tu travailles sur pas mal de projets en même temps, tu viens en co-auteur. Est-ce que c'est justement une discussion que vous avez entre auteurs et autrices en mode j'aimerais bien que ce soit toi qui vienne pour le renfort? Est-ce que c'est toi qui te propose? Est-ce que c'est l'éditeur en fait qui vient te contacter? Comment est-ce que ça s'organise justement Alors tout existe, ça va dépendre des personnalités des gens en fait. Moi je ne veux pas m'imposer en tant que co-auteur. Par contre aider les gens qui me demandent sur le groupement d'auteurs de Montpellier là, qui est là. Il y a 3 A avec un H. C'est ça. Et un point d'exclamation. Donc ça, c'est un groupement d'auteurs et d'autrices sur l'Hérault. Sur l'Hérault et alentours. Ouais. Auteurs et autrices aux alentours de l'Hérault. Je crois que ça a changé. Donc là, voilà, quand il y en a qui me disent tiens, j'ai une idée, je peux te montrer, je dis oui, pas de souci. Et puis je donne mes retours, je donne des idées si ça m'en amène. Et après, s'ils ont envie de dire viens, on le fait à 2, on est co-auteur, ok. Moi, je n'insisterai pas, parce que j'ai pas envie. D'un autre côté, tu peux avoir des auteurs qui disent viens, on est potes, on boit une bière et on fait un jeu. Donc on boit des bières, on discute, et puis après, tiens, il faudrait quand même qu'on fasse un jeu. Ça arrive aussi. Et puis des fois, il y a, je commence à bosser sur un jeu, j'ai une idée, je sens qu'il y a un truc qui bloque, et du coup, je vais je vais le montrer à 2-3 auteurs en disant si t'as une idée, dis-moi, et puis on bosse ensemble, et puis du coup, on part sur le projet, quoi. D'accord, ouais, il y a quand même une nécessité de pas rester isolé, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de discussions sur le projet. Ouais, c'est comme c'est comme tous les projets un peu créatifs. Alors c'est pas vrai parce que du coup la peinture tu fais jamais ça en co-autorat, mais créer un jeu ça implique beaucoup de choses au niveau de la mécanique, des sensations, etc. Comme on est beaucoup sur les émotions et sur les sensations, c'est bien aussi déjà d'avoir des retours externes que ces sensations à soi. Et même quand on fait jouer d'autres joueurs ou joueuses, on répercute ses propres sensations et je cherche une sensation et du coup je la vois chez eux, donc tout va bien, c'est ça que ça appuie mon exemple. Mais c'est dur de se rendre compte des fois des qualités ou des défauts de nos protos parce qu'on est trop dedans en fait. Et du coup d'avoir un regard extérieur avec quelqu'un qui a d'autres émotions, d'autres sensations et d'autres envies, c'est intéressant. Et puis après c'est tout le côté brainstorming de je lance une idée puis tu vas rebondir dessus, je vais rebondir sur ton rebond, etc. Et du coup on arrive sur des trucs qui entre le début du projet et la fin se ressemblent pas du tout, mais qui se sont améliorés en fait. Et c'est vachement sympa le ping-pong, la communication en fait des idées. Oui, parce que c'est un truc pour avoir hébergé pas mal de créations de prototypes de jeux vidéo, de jeux de société. Il y a un truc qui revient davantage en jeu de société qu'en jeu vidéo, c'est le côté ouais mais je partage pas, j'ai un peu peur qu'on me pique mon idée, etc. Alors que jeu vidéo c'est un peu en mode de toute façon mon code il est pété donc je te montre sur ce quoi je bosse parce qu'à un moment donné je suis bloqué. Est-ce que toi c'est un truc où tu vois quand même ce phénomène de des gens qui ont encore trop peur ou au contraire il y a un côté de toute façon maintenant c'est un petit monde tous les jours. Je crois qu'il y a 2 jours on m'a encore envoyé un message j'aimerais bien te montrer une idée, mais comment je fais pour la protéger? Tu la protèges pas. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Voilà. Donc je vais le redire là. Il y a aucune protection légale aux jeux de société, même aux jeux qui sont déjà édités. Il y a eu des vols d'idées de jeux et de copies de jeux déjà existants. Il y a eu des tentatives de procès, ça a été des galères infâmes, y compris pour des gros jeux à succès. Je sais que Jungle Speed, par exemple, s'est fait copier beaucoup de fois.
Il y a eu des procès, mais ça a été long, ça a été procédural, machin. Enfin, c'est des vols d'idées de prototypes. Il y en a eu... j'ai entendu 1 ou 2 fois des histoires comme ça. Il y en a une qui c'était vrai, et du coup ça a fait un tel tollé que du coup celui qui l'a fait n'existe plus dans le monde ludique. D'autres fois c'était un peu suspicieux, il y a des trucs encore, mais puis c'est passé, et au final la copie n'a pas du tout été un succès. Et en fait, en vrai, légalement il n'y a rien. En fait, on peut pas protéger un jeu, parce qu'en fait tu peux pas protéger une partie de mécanique, parce que sinon tu dirais hey, jeter un dé, c'est mon idée. Bisous. Piocher une carte, c'est moi qui l'ai inventé. Voilà. Tu brevettes tout et puis comme ça, t'es tranquille. Tu brevettes le jeu pioche une carte. C'est compliqué. Donc du coup, non, tu peux pas protéger. La meilleure protection, c'est ce que je dis, c'est de le montrer. De le montrer aux professionnels, c'est-à-dire d'abord au groupement d'auteurs. Je me réfère beaucoup au groupement d'auteurs parce que je trouve que c'est important. Ça permet de rassembler, donc déjà pour le brainstorming et aussi pour la protection des idées. J'ai montré à tous les auteurs du coin, et si jamais quelqu'un sort un jeu avec la même idée, si c'est quelqu'un du groupement, tout le monde va lui tomber dessus en disant non, c'est Florian qui nous l'avait montré il y a 2 semaines, t'as craqué. Si c'est de notre groupement, le machin, ça arrive. Oui, ça arrive. Les idées sont dans l'air, et t'as peut-être écouté la même musique à la radio, t'as peut-être vu le même film, t'as peut-être croisé la même aire d'autoroute sur ton voyage, et du coup ça t'a donné une idée, t'as vu un menhir, j'en sais rien, et du coup ça arrive. Fais-le à ta manière, fais-le avec tes sensations, avec tes émotions, ça sera forcément différent d'un autre jeu, et que le meilleur gagne, quoi. Ouais, des fois il y a des tendances en plus poussées par le marketing. Moi j'ai vu Tenet au cinéma. Ouais. Je suis sorti, j'ai dit il faut que je fasse un jeu où tu vas dans un sens et tu vas dans l'autre après. Oui, oui, forcément. Voilà, merci. Mais c'est surtout en marketing jeux vidéo, par exemple, il y a tellement de temps entre l'étude. Des fois, tu as des éditeurs qui vont pousser en fait à ce que des jeux se fassent au niveau du jeu vidéo, et on se souvient notamment de l'apparition des arcs dans le jeu vidéo, la mode du grappin aussi. Il fallait que tout le monde ait un grappin dans plein de jeux. T'avais des grappins de partout. Alors, je m'en plains pas trop. J'aime bien la mécanique, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis qui a pompé sur qui, et en fait, c'est juste que potentiellement il y a un film, il y a un truc, il y a une scène qui a tourné un petit peu, et du coup dans l'analyse ils sont partis là-dedans, et c'est infernal. Dans le jeu de société, justement, avant que la boîte elle arrive en magasin, on prend la planche des pirates, mais effectivement on pourra en discuter, il y a beaucoup de jeux de formats différents sur lesquels tu as travaillé. C'est combien de temps de production à peu près? Alors attends, quand tu dis production, tu parles de quoi? Alors, je vais élargir ma question. À partir du moment où tu commences à travailler sur l'idée. Alors, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Le temps minimum entre je viens d'avoir une idée et le jeu sort en magasin, c'est 1 an et demi. Ok. Et alors ça, c'est le rush. Ouais. Voilà. Là, j'ai l'île des Mookies qui va sortir chez Scorpion Masqué. J'ai eu l'idée en début février l'année dernière, juste avant Cannes. C'est un tout petit jeu de 36 cartes que j'ai fait pour mon fils à la base. Et en fait, mon fils était tellement fan que j'ai dit, je vais le montrer à des éditeurs à Cannes, de toute façon j'y suis. Et tous les éditeurs enfants ont dit, ouais, mais c'est trop bien. Donc il y en a qui m'ont dit, écoute, on le sort en 2027 ou 28. Et Scorpion Masqué m'a dit, moi je suis fan, si tu me dis oui, la semaine prochaine, je trouve une illustratrice et on bosse dessus et on le sort l'année prochaine. Ok. Ok. Et donc il va sortir en juin. Ils ont fait le plus vite possible, et le plus vite possible, c'est 1 an et demi après. Ok. Voilà. Ce qui est pas mal. Voilà. Ça, c'est le plus rapide. Le plus long, donc il y a eu Imaginarium qui a mis 6 ans, il y a eu Shadow Theater qui a mis 5 ans, pour des raisons différentes d'organisation éditoriale, en gros. Il y a After Us aussi qui a mis 5 ans. After Us, c'est parce que, en fait, j'ai signé l'idée de base de connexion des cartes avec l'éditeur. Mais c'était vraiment juste l'idée, en fait. Il n'y avait pas de jeu. Et donc, en fait, on a développé le jeu ensemble avec les éditeurs. Et le temps de trouver qu'est-ce qu'on faisait comme jeu, dans quelle direction on allait, machin. En fait, tout ce boulot que je suis censé faire tout seul ou avec un co-auteur, en fait, je l'ai fait en co-autorat avec l'éditeur. Ok. Du moment où le jeu était fini, réglé, et le moment où j'aurais dû le signer, il s'est passé aussi 1 an et demi. Ouais. Mais c'est entre 1 an et demi et X. Et X. Quand ça sort. C'est ça. Il faut compter 3 mois d'équilibrage du jeu, de vérification, on fait des parties dans tous les sens avec tous les joueurs, toutes les configurations possibles. Il faut compter 4-5 mois d'illustration. Il faut compter 2 mois de maquettage et d'écriture des règles. Et puis il faut compter 1 mois de production et 3 mois de transport. Je ne sais pas si ça fait entre 12 et 18, mais on devrait être à peu près dans le truc, quoi. Ouais, quand on n'a pas des problématiques de prod. Voilà. Ouais. Alors ça, je dis transport parce que 90% des jeux sont produits en Chine. C'est en train de changer.
Il y a même une usine qui est en train de se créer en France, là. Ça va réduire largement le temps de production. Donc ça peut jouer. Mais justement, j'aimerais revenir là-dessus, sur justement voilà, l'usine qui se crée en France, pour en avoir discuté un petit peu avec des membres de l'AA, qui eux-mêmes sont rattachés à la Société des auteurs de jeux, que j'ai pu voir arriver. Moi, j'avais déjà participé à la création de Sudpixel, donc le groupement de professionnels de la création ludique. Et c'est vrai que j'avais vu la Société des auteurs de jeux arriver. La première chose qu'ils ont fait, c'est publier un guide gratos pour tout le monde en disant attention, voici au niveau du droit d'auteur appliqué jeu de société. Je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire en l'initiative, c'est en mode on reste pas nous entre nous, on essaye de vous montrer au cas où vous voulez aussi vous lancer. Ce qui coïncidait aussi avec les bars à jeux qui s'organisaient pour partager et imaginer des bars qui partagent en fait les modèles économiques, les petites astuces, présentées à la banque, etc. Alors que potentiellement c'est des concurrents qui peuvent s'installer, mais avec cette idée de bah oui, mais c'est dur pour tout le monde. Donc autant qu'on s'entraide. Est-ce que toi justement cette arrivée, je dirais, on est fin des années 2010 en fait, de ces structures-là, notamment la Société des auteurs de jeux, etc. Est-ce que pour toi il y a une vraie structuration? Est-ce que tu vis en fait ces structurations-là? Est-ce que ça t'apporte quelque chose au quotidien? Comment est-ce que tu le vis? Parce que je sais que tu m'as dit beaucoup y référer. Oui, bah c'est oui, ça en fait ça donne une Pardon, je cherche mes mots. Je vais y arriver. Ça arrive. En fait, ça crée une cohésion en fait entre tout le tissu ludique. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a des bars à jeux, il y a des boutiques de jeux de société spécialisées, il y a des groupements d'auteurs, et du coup, on est en train de structurer tout ça, de le professionnaliser un petit peu aussi. Tous les auteurs de jeux, pour l'instant, il n'y a pas de formation d'auteur de jeux, il n'y a rien, c'est pas du tout professionnel en fait. C'était auteur de jeu parce que t'as envie de faire des jeux, du coup t'es auteur. Et du coup tu fais toujours un métier à côté. Si t'as énormément de chance et que t'arrives à faire un succès et que tu peux en vivre, tant mieux. Ça peut ne pas durer. Moi je suis en train de me dire que dans 1 ou 2 ans, il faudrait que je reprenne mon boulot de prof. Ouais. Si j'ai pas d'autres succès, il faut. Parce que la planche des pirates, ça va baisser. Je suis pas sûr que le reste monte assez. Donc c'est vraiment une chance, en fait. Il n'y a pas de professionnalisation, en fait. Il y a pas de... Alors, il y en a qui vont militer, pour le revenu universel, notamment, qui aiderait beaucoup les auteurs de jeux. Oui, c'est vrai. Tu vois, oui, la création c'est ça, culturelle, voilà, d'une façon générale. Surtout, il y a eu un gros combat qui était un peu un combat de l'ombre, mais qui, pour les gens en général, mais un gros combat de la SAGE qui était l'entrée du jeu de société dans le Pass Culture. Parce que dans le Pass Culture, il n'y avait pas les jeux de société. C'était un gros combat. Les représentants de la SAGE sont montés à l'Assemblée, ont rencontré les députés pour leur faire comprendre l'importance du marché. Voilà, c'est... Aujourd'hui encore, dans les industries culturelles et créatives, le jeu de société n'en fait pas partie. C'est-à-dire, quand on discute des industries culturelles et créatives, on va avoir en tête l'image animée, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est jeux vidéo, etc. Mais en fait, dans le culturel et créatif, par exemple, en plus à Montpellier, en termes de jeux de société, ça se défend pas trop mal, on va dire, en termes de production. Hein, c'est assez intéressant ce qui se passe. Justement, en fait, il y a encore besoin de militer là-dessus et de faire avancer les choses, peut-être. Je sais pas trop où ça va, je sais pas trop comment on va y aller. En fait, on est un peu dans une période là début 2025, là c'est un peu compliqué parce que en fait, donc il y a eu un effet Covid qui a été un gros boost pour le jeu de société, notamment les jeux à 2 parce que beaucoup de gens étaient coincés à 2 chez eux. Donc le jeu à 2 a pris une grosse ampleur, il y a beaucoup de jeux à 2 qui sont sortis, il y a eu ça a inondé le marché un peu. Il y a eu beaucoup de gens qui du coup pendant le Covid se sont dit tiens, je vais créer des jeux. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui sont apparus en fait pendant le Covid, des éditeurs aussi, et en fait il y a eu une espèce d'âge d'or qui a duré 2 ans, 3 ans le Covid, c'est trop bien, les jeux de société ça explose et on va tous en profiter. Et là la bulle est en train d'éclater. Donc 2024 a été une année dure pour beaucoup de monde. Et quand je dis beaucoup de monde, c'est les boutiques spécialisées, les éditeurs, les auteurs. Donc comme je disais, moi probablement je vais redevenir prof. Ça m'enchante pas, mais il va falloir. Et donc du coup, c'est paradoxal parce qu'en fait d'un côté on se professionnalise et d'un autre côté en fait c'est en train de chuter. Donc c'est normal, hein, c'est les balbutiements, on commence à courir, on trébuche et puis ça va aller. Mais je sais pas du tout je sais pas comment ça sera structuré dans quelques années. Je sais pas trop ce qui va se passer.
là, le jeu de société, on essaye de le mettre en avant comme objet culturel, comme quelque chose qui marche bien. Asmodée publie ses chiffres en disant, regardez, en fait, nous, on sauve Embracer. Oui. Salut. Oui. Oui, Embracer a rajouté Asmodée. Asmodée, il fait non, mais en fait, c'est nous le positif, en fait, chez vous. Donc les gens se rendent compte qu'en fait, c'est bien, en fait, le jeu de société, ça peut rapporter, c'est lucratif, c'est important. Le marché du jeu grossit, en fait. Donc, tu vois, je te dis, ça trébuche, mais en fait, ça grossit. Ce qui grossit, c'est les jeux installés. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ventes de Monopoly, de Uno, de Scrabble, de Skyjo qui est apparu par magie, et de toutes les licences. Les IP, comme ils appellent ça chez Asmodée, là, les IP, ouais. Ouais, les intellectual property. Tout à fait, c'est les propriétés intellectuelles, c'est le terme marketing. C'est ça, donc en gros, dans le jeu de société, c'est Monopoly, c'est une IP, Splendor, Seven Wonders, et puis après, il y a tous les Aventuriers du Rail, les Unlock, tous les gros jeux à succès. Donc ça se vend très bien, ça marche très bien. Le problème de ça, c'est que du coup, ça attire, comme ça se vend très bien, ça attire les gros vendeurs. Les gros vendeurs, c'est les grands groupes. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de Leclerc Culturel, de Cultura, de Fnac, qui vendent du jeu de société, qui commencent à vendre du jeu de société, y compris de l'initié, qui commencent à recruter des personnels qui sont compétents, alors qu'avant, la différence, c'était, en boutique de jeu, il y aura vraiment quelqu'un qui peut vous conseiller. Là, à Cultura aussi, en fait. Ouais. Et qui brade les prix. Et donc, du coup, les boutiques de jeux sont en danger, là, à cause de ça, de l'ouverture de beaucoup de... Et notamment en périphérie des villes, voilà. Ouais, là, on est à Maître Renard. Si le Carrefour, qui est à 200 mètres, décide d'ouvrir un rayon jeux de société, ça va être compliqué. C'est ça. Et en fait, on a le même profil qui s'est déroulé avec le jeu vidéo, avec notamment la plateforme Steam, mais pas que, oui. qui a commencé à faire des moins 70% sur des jeux qui étaient sortis il y a 1 an et demi. Il y a maintenant en plus l'année, elle est marquée par des festivals sur Steam. Oui. En fait, tu vas avoir le NeoFest, oui. tu vas avoir donc l'automne, Noël, Halloween. Tout. Il y a même maintenant là mars, c'est les jeux de stratégie temps réel. Donc pareil, festival, ça veut dire du coup des réductions et des mises en avant, mais des réductions quand même sur différents genres de jeux et différents sujets de jeux. Et là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a une réémergence en fait du jeu indépendant, du vrai jeu indépendant, pas du triple I, c'est-à-dire pas du gros jeu indépendant, mais on est vraiment sur du Papers, Please, on est vraiment sur des jeux qui vont sortir à 5-10 euros, et de temps en temps quelques jeux qui vont sortir à 20, comme là dernièrement Big Almaty Rose qui vient de Montpellier, du studio Exalted. J'ai vu les éditeurs, en tout cas côté jeux de société, arriver en disant, nous en fait il nous faudrait, alors pas un microgame, mais il y a 36 cartes, la boîte elle fait telle dimension, il y a une punchboard, donc c'est là où vous sortez vos pions. Est-ce que justement, toi, dans l'étendue de ce sur quoi tu travailles, c'est quelque chose qu'on t'a demandé, ou du moins sur lequel toi t'as réfléchi, en mode de format de jeu physique? Ou est-ce qu'en fait, toi, t'es vraiment sur la mécanique pure? Les deux. Il y a c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment, c'est que, comme je te dis, là, le marché du jeu est en train de baisser, mes revenus sont en train de baisser, du coup, il faut que si je veux continuer de vivre du jeu, il faut que je fasse des jeux qui se vendent. Et du coup, faire des jeux qui se vendent, c'est faire des jeux de 36 cartes avec du punchboard. Et des jeux de plis et machin. Et en fait, il faut être dans le truc de, c'est ça qu'ils ont en ce moment, il faut faire ça. Sauf qu'il faut le faire vite, parce qu'en fait, ça va, ça vient. L'année 2024, c'était l'année des jeux de plis. Ouais, il y avait des jeux de plis partout. Il y avait des jeux de plis partout. Et moi, j'avais fait un jeu de plis en 2023. Et je suis arrivé en 2024, j'ai commencé à le montrer. On m'a dit, mais non, en fait, il y en a partout qui sortent. J'ai dit, tant pis. Voilà, c'est un an de retard. Ouais. Et là, on te dit, il faut faire des jeux de cartes. Pourquoi ? Parce que ça coûte pas grand-chose à produire, que ça met pas en danger l'éditeur et que, sur un malentendu, ça fait un succès comme le Skyjo ou comme Decal ou machin. Et du coup, tant mieux. Du coup, les éditeurs, ils veulent ça, en fait. Ils veulent jouer au poker et dire, vas-y, je mets un petit billet sur la table, et puis si ça se trouve, dans tous les cas, je serai remboursé, parce que ça coûte pas très cher. Et puis, sur un malentendu, en fait, je me fais une trésor. Donc, c'est vachement bien. Pour nous, les auteurs, on nous dit, vas-y, il faut faire ça. Donc, on fait ça. Je fais des jeux de cartes, j'essaye de faire des jeux de cartes. Mais, là, j'ai un gros 4X initié... qui me régale depuis 2 ans, que je fais tourner, qui marche super bien, et là, plus personne veut te faire de jeux initiés. Ouais. Plus personne ne veut te faire de gros jeux. Tout ce qui est à plus de 30 euros, c'est non. Ça ne se vendra pas. Ou pas assez.
Et justement, vis-à-vis de ça, il y a certaines personnes qui vont te répondre, oui, mais il y a le financement participatif. Est-ce que pour toi, c'est une espèce de voie, ou est-ce que tu es un peu sceptique ? Alors, je suis sceptique. C'est probablement ce qui va se passer pour ce jeu-là. Je suis en voie de le faire. Parce que justement, il n'y a pas d'autre possibilité. Et que d'un côté, il y a la production et la vente et tout ça. Et d'un autre côté, il y a aussi l'esprit créatif. C'est ce pourquoi j'ai commencé, en fait. Parce que quand j'ai commencé, j'étais prof, j'avais pas besoin de vivre du jeu. J'avais envie de faire des jeux parce que ça me plaisait. Et ce jeu, c'est un jeu que j'ai envie de faire parce qu'il me plaît. C'est pas un jeu de commande, c'est un jeu qui est clivant parce qu'il est méchant, parce qu'il est politique, parce qu'il est... Enfin, voilà. Je sais que ça plaira pas à plein de gens. Mais moi, il me plaît, il y a plein de gens qui ça plaît, et du coup, je me dis, effectivement, le Kickstarter, ça peut être ça. Le Kickstarter, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup été transformé aussi. Là, on est arrivé sur un truc un peu stable. J'ai l'impression que là, on est retombé sur un truc de... il y a des énormes projets, mais il y a aussi des petits projets indépendants, et il n'y a plus cette vague de 1 milliard de trucs sur Kickstarter qui servent à rien, qui seront jamais livrés, des escrocs, des machins, des arnaques. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Parce que du coup, tout le monde s'est pris des vagues de j'ai commandé un truc, il est arrivé 8 ans après, en fait. En fait, j'ai plus envie d'y jouer. Oui, c'est ça. C'est le moment... J'ai commandé un jeu pour enfants pour mon enfant de 3 ans, il en a 12. Oui. Alors, c'est faux, parce que c'est souvent des jeux, des gros jeux de figurines, machin, mais moi, c'est l'inverse, tu vois. J'avais commandé le 7e continent. Très bon jeu, il paraît. J'ai jamais joué. Parce qu'en fait, je l'ai commandé, et le temps qu'il arrive, j'ai eu un enfant. Ah oui. Voilà, donc j'ai jamais joué. Et oui. Ça, c'est terrible. Les financements participatifs, il y a une espèce de délai. Là, pour le coup, les fameux 1 an et demi, en fait, finalement, parce que quand ils font la campagne, ils ont la preuve produit, finalement. Mais tu as beaucoup de figurines qui, en fait, sont présentées en 3D. Tu as beaucoup d'éléments de jeu qui vont changer parce qu'en fait, ils en profitent aussi pour tâter la communauté. Il y a le livre de règles avec lesquels ils vont faire des changements. Et du coup, ce format-là fait qu'ils prennent du retard là où un éditeur standard, il est déjà opérationnel. Alors, ça, et je sais pas à quel point, je peux pas juger parce que je suis pas dedans, mais j'ai l'impression que il y avait aussi l'histoire des stretch goals, et si on est 200 000, on rajoute ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et j'ai l'impression qu'à la fin, tu es en train de rajouter des trucs que tu te dis, on n'y arrivera pas, c'est pour faire baver les gens, et qu'en fait, tu y arrives, et que tu te rends compte que merde, il faut le faire. Il faut quand même un petit peu le playtester, donc du coup, si t'es un peu sérieux, tu le fais, tu le playtestes, du coup tu perds 3 mois en fait. Tu perds 3 mois de playtest. Et si ça marche pas, t'en perds 5. Ou sinon tu dis tant pis, on le balance comme ça. Et au final tu dis en fait on va faire un errata parce que maintenant que les gens y jouent au truc, ils se rendent compte que en fait c'est pas équilibré. Jure. Tu vois. Ouais. Site que j'aime beaucoup. Ouais. Ils ont fait ça. Ils ont rajouté des factions, ils me sont dit ouais alors en fait si tu mets ce truc avec ce truc c'est un peu trop fort. Du coup commencez avec une ressource de moins s'il vous plaît. Ah bon. Je m'en rendais pas compte. mais c'est aussi parce que, et ça c'est du coup à l'inverse, toi quand tu joues à ton niveau en fait. Et surtout t'as pas la force de la quantité. Les gens qui disent t'as pas playtesté ce jeu puisque tu vois bien cette carte avec cette carte et puis cette carte et cette carte au prochain tour ça fait un truc pété. T'aurais dû t'en rendre compte. Mais en fait non. J'aurais pu m'en rendre compte mais sur un coup de chance en fait. Oui, la parce probabilité. qu'en fait, moi je fais 200 parties pour tester mon jeu. Et je l'ai fait, vraiment. Tous mes jeux, j'ai fait au moins 200 parties, en fait. Mais 200 parties, c'est rien. After Us, on vend 45 000 boîtes. Si sur chaque boîte, il y a 3 parties qui sont jouées, tu fais... Statistiquement, c'est sûr que... Voilà, t'as 150 000 parties qui sont jouées, fois 4 joueurs, donc t'as 600 000 joueurs qui ont joué, qui ont une expérience différente. Tu t'es là, tu fais... Oui, j'ai fait 200 parties, j'en ai pas fait 600 000. Enfin, excuse-moi, tu sais. Donc oui, des fois, il y a des trucs pétés, mais... Après, faut pas oublier que c'est de l'art, en fait. Et les gens, je pense qu'ils oublient ça, en fait. Ouais. Que, à un moment donné, tu peux pas avoir un truc... C'est ça, c'est du fait même. D'ingénierie. C'est du fait même, et c'est pas grave. En fait. Ouais. T'achètes pas un téléphone, t'achètes un jeu avec du hasard, avec des émotions, avec des trucs imparfaits. C'est fait par des gens qui existent. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Complètement, ouais. L'équilibrage, ça va être un sujet qui va être super intéressant. Et tu peux passer à côté, en fait. Tu peux passer à côté d'un jeu parce que t'es passé à côté de l'équilibrage, ou peut-être parce qu'il n'est pas équilibré pour toi. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, effectivement. Et justement, là, pour cette fin d'épisode, j'aimerais bien qu'on puisse discuter de où est-ce qu'on te retrouve, parce que là, il y a des jeux qui sont en train de sortir que tu as signés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents noms
où est-ce qu'on te retrouve? Alors, j'ai The Shadow Theater, la Mhm. légende du roi singe, qui vient de sortir il y a 2 semaines, qui est un jeu de 2 joueurs chez Space Cowboys, que j'ai fait avec Cédric Lefebvre, et qui est illustré par Julien Rico. Belle Et équipe. qui est magnifiquement illustré par Julien Rico. Pardon, Il est très très excusez-moi. bon. Ouais, il est magnifique. C'est une petite boîte avec des Ouais. effets de jeu d'ombre, mais on en parlera dans une autre émission Ouais. 100%. J'ai prochainement, donc vers juin probablement, petit jeu de 2 joueurs, le fameux jeu que j'ai fait pour mon fils de 4 ans, qui s'appelle L'île des Monkeys, que j'ai fait tout seul, qui est illustré par Sepio, qui est magnifique, qui sera un petit jeu de cartes transportable pour 2 joueurs, pour jouer avec ton enfant ou pour qu'ils jouent entre eux facilement. Ok. Et j'aurai en fin d'année un jeu créé avec Mélodie Ladra. En fait, elle était sur Instagram à la base. Et donc, il y a eu un festival, en fait, un rassemblement d'Instagrammeurs, Instagrammeuses pas loin de chez moi. Et on m'a dit, si tu veux, tu peux venir présenter des jeux. Je dis, ok. Et je l'ai rencontrée sur ce festival. Et sur la 2e édition de ce festival, elle m'a dit, viens, on fait un jeu. Je dis, si tu veux. Et donc, elle m'a dit, vas-y, j'ai une idée. Donc, un début d'idée. Et puis, on est parti sur un début d'idée. On a continué à bosser ensemble. Et on a signé ce jeu chez Ludonote. Il sortira en fin d'année. Il s'appellera Arigato. Et voilà, c'est un jeu initié pour 2 à 5 joueurs, je crois. D'accord. C'est encore en discussion. Ça va dépendre de combien de matos on met. Est-ce qu'on met pour 4, 5 ou 6 Ouais. Et du coup, à quel prix ça tombe. Voilà. Et c'est un jeu de draft et de collection qui est plutôt cool. Incroyable. Merci beaucoup Florian pour ta participation en plus sur toutes les équipes j'ai vu des jeunes auteurs, etc., des jeunes autrices bénéficier de tes conseils. Merci aussi pour ça. Avec plaisir. Et puis à très bientôt dans un pixel près. À bientôt.